Chapitre 31, dans lequel l'inspecteur Fix prend très sérieusement les intérêts de Phileas Fogg. Phileas Fogg se trouvait en retard de 20 heures. Passepartout, la cause involontaire de ce retard, était désespéré. Il avait décidément ruiné son maître. En ce moment, l'inspecteur s'approcha de Mr. Fogg et le regardant bien en face. « Très sérieusement, monsieur, lui demanda-t-il, vous êtes pressé ?»« Très sérieusement, » répondit Phileas Fogg. « J'insiste, reprit Fix, vous avez bien un intérêt à être à New York le 11 avant 9 heures du soir, heure du départ du paquebot de Liverpool. Un intérêt majeur. Et si votre voyage n'eût pas été interrompu par cette attaque d'Indiens, vous seriez arrivé à New York le 11, dès le matin. Oui, avec 12 heures d'avance sur le paquebot. Bien. Vous avez donc 20 heures de retard. Entre 20 et 12, l'écart est de 8. C'est 8 heures à regagner. Voulez-vous tenter de le faire? À pied? Demanda Mr. Fogg. Non. En traîneau, répondit Fix. En traîneau à voile. Un homme m'a proposé ce moyen de transport. C'était l'homme qui avait parlé à l'inspecteur de police pendant la nuit et dont Fix avait refusé l'offre. Phileas Fogg ne répondit pas à Fix, mais Fix, lui ayant montré l'homme en question qui se promenait devant la gare, le gentleman alla à lui. Un instant après, Phileas Fogg et cet Américain, nommé Mudge, entraient dans une hutte construite au bas du fort Kearney. Là, Mr. Fogg examina un assez singulier véhicule, sorte de châssis, établi sur 2 longues poutres, un peu relevées à l'avant comme les semelles d'un traîneau, et sur lequel 5 ou 6 personnes pouvaient prendre place. Au tiers du châssis, sur l'avant, se dressait un mât très élevé, sur lequel s'enverriait une immense brigantine. Ce mât, solidement retenu par des haubans métalliques, tendait un étai de fer qui servait à guinder un foc de grande dimension. À l'arrière, une sorte de gouvernail godille permettait de diriger l'appareil. C'était, on le voit, un traîneau gréé en sloop. Pendant l'hiver, sur la plaine glacée, lorsque les trains sont arrêtés par les neiges, ces véhicules font des traversées extrêmement rapides d'une station à l'autre. Ils sont d'ailleurs prodigieusement voilés, plus voilés même que ne peut l'être un cotre de course exposé à chavirer. Et vent arrière, ils glissent à la surface des prairies avec une rapidité égale, sinon supérieure à celle des express. En quelques instants, un marché fut conclu entre Mr. Fogg et le patron de cette embarcation de terre. Le vent était bon, il soufflait de l'ouest en grande brise. La neige était durcie, et Mudge se faisait fort de conduire Mr. Fogg en quelques heures à la station d'Omaha. Là, les trains sont fréquents et les voies nombreuses, qui conduisent à Chicago et à New York. Il n'était pas impossible que le retard fût regagné. Il n'y avait donc pas à hésiter, à tenter l'aventure. Mr. Fogg, ne voulant pas exposer Miss Aouda aux tortures d'une traversée en plein air, par ce froid que la vitesse rendrait plus insupportable encore, lui proposa de rester sous la garde de Passepartout à la station de Kearney. L'honnête garçon se chargerait de ramener la jeune femme en Europe par une route meilleure et dans des conditions plus acceptables. Miss Aouda refusa de se séparer de Mr. Fogg, et Passepartout se sentit très heureux de cette détermination. En effet, pour rien au monde il n'eût voulu quitter son maître puisque Fix devait l'accompagner. Quant à ce que pensait alors l'inspecteur de police, ce serait difficile à dire. Sa conviction avait-elle été ébranlée par le retour de Phileas Fogg, ou bien le tenait-il pour un coquin extrêmement fort qui, son tour du monde accompli, devait croire qu'il serait absolument en sûreté en Angleterre? Peut-être l'opinion de Fix touchant Phileas Fogg était-elle enfin modifiée. Mais il n'en était pas moins décidé à faire son devoir, et plus impatient que tous, à presser de tout son pouvoir le retour en Angleterre. À 8 heures, le traîneau était prêt à partir. Les voyageurs, on serait tenté de dire les passagers, y prenaient place et se serraient étroitement dans leur couverture de voyage. Les 2 immenses voiles étaient hissées, et sous l'impulsion du vent, le véhicule filait sur la neige durcie avec une rapidité de 40 miles à l'heure. La distance qui sépare le fort Kearney d'Omaha est en droite ligne, à vol d'abeille, comme disent les Américains, de 200 miles au plus. Si le vent tenait, en 5 heures, cette distance pouvait être franchie. Si aucun incident ne se produisait, à 1 heure après-midi, le traîneau devait avoir atteint Omaha. Quelle traversée! Les voyageurs, pressés les uns contre les autres, ne pouvaient se parler. Le froid, accru par la vitesse, leur eût coupé la parole. Le traîneau glissait aussi légèrement à la surface de la plaine qu'une embarcation à la surface des eaux, avec la houle en moins. Quand la brise arrivait en rasant la terre, il semblait que le traîneau fût enlevé du sol par ses voiles, vastes ailes d'une immense envergure. Mudge, au gouvernail, se maintenait dans la ligne droite et d'un coup de godille, il rectifiait les embardées que l'appareil tendait à faire. Toute la voile portée. Le foc avait été perruqué et n'était plus abrité par la brigantine. Un mât de hume fut guindé et une flèche tendue au vent ajouta sa puissance d'impulsion à celle des autres voiles.
On ne pouvait l'estimer mathématiquement, mais certainement la vitesse du traîneau ne devait pas être moindre de 40 miles à l'heure. Si rien ne casse, dit Mudge, nous arriverons. Et Mudge avait intérêt à arriver dans le délai convenu, car Mr. Fogg, fidèle à son système, l'avait alléché par une forte prime.